L'amour, un mot qui réchauffe mais qui parfois brûle jusqu'à réduire une vie en cendres. Certaines histoires commencent comme un rêve, glamour, passion, promesse d'un avenir radieux. Mais derrière les apparences, derrière les murs clos d'un couple, il existe parfois des zones d'ombre que personne n'imagine. Quand la confiance se mue en dépendance, quand le désir se mélange à la douleur, et quand un mari cache des pratiques sexuelles si horribles qu'elles deviennent une prison invisible, alors le vernis craque, et ce qui semblait être une romance enflammée se révèle n'être qu'un piège mortel. Ce soir, je vais vous emmener dans l'intimité d'une relation où tout semblait parfait, presque trop beau pour être vrai. Une histoire qui, derrière son vernis de glamour, a révélé l'un des visages les plus sombres de l'obsession et du pouvoir. Alors, installez-vous confortablement. Et surtout, préparez-vous. Car ce que vous allez découvrir est une descente dans l'enfer du désir, de la manipulation et de la mort. Avant de plonger dans cette affaire glaçante, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager cette vidéo. C'est grâce à vous que je peux continuer à raconter ces histoires où la frontière entre l'amour et l'horreur disparaît. Lisa Buchanan a vu le jour le 29 juin 1970 dans une petite ville de l'Ohio, aux États-Unis. Créative, belle, sociable, elle a très tôt rêvé de s'accomplir dans l'univers artistique. Elle dessinait à merveille, elle aimait la scène, et elle se voyait déjà un jour travailler à la télévision ou au théâtre. Mais voilà, malgré son charme et cette apparence si lumineuse, Lisa se jugeait toujours avec une sévérité presque cruelle. En parallèle, elle progressait dans le monde de la beauté. Elle a travaillé comme mannequin pour plusieurs grandes marques de cosmétiques. Une réussite impressionnante, oui, mais pas suffisante pour combler ce qu'elle cherchait vraiment. Parce qu'au fond, plus que la carrière, plus que les projecteurs, ce qui comptait avant tout pour elle, c'était la famille. Elle s'est mariée alors qu'elle faisait encore ses études, et peu de temps après, elle est tombée enceinte. C'est ainsi que Lisa a eu une fille, Jessica. Ses proches savaient que Lisa avait toujours nourri de grandes ambitions, et pourtant, même après la naissance de sa fille, elle n'a pas abandonné ses rêves. Elle a continué à travailler comme mannequin. Les photographes la décrivaient comme une jeune femme éclatante, joyeuse, dynamique, une personnalité solaire qui portait en elle de très grands projets pour l'avenir. Mais voilà, pour réaliser ses ambitions, Lisa a pris une décision radicale. Elle a divorcé, elle a laissé Jessica à son père, et elle est partie, direction Hollywood, avec l'espoir d'y conquérir sa place. Sauf que la réalité là-bas a été bien moins glamour que dans ses rêves. Oui, elle a décroché quelques petits contrats, mais la plupart du temps, on lui fermait la porte au nez. Et face à ces déceptions, elle a fini par partir à Nashville. Et là, changement de décor. À Nashville, Lisa n'a pas cessé de travailler, mais cette fois, elle s'est plongée dans l'écriture et dans le cinéma. Elle a écrit une pièce de théâtre, plusieurs livres, y compris pour enfants. Son activité était intense, presque effrénée. Et c'est dans ce tourbillon qu'elle a fait la rencontre d'un jeune homme, Chris Coulis, un homme qui lui aussi semblait nourrir de grandes ambitions. Après avoir terminé le lycée, il était tout de suite entré à l'université de médecine. Très vite, il est devenu médecin, a effectué un stage dans un hôpital à Ponte. Puis il a décidé d'ouvrir son propre cabinet de chirurgie esthétique. Toujours tourné vers la réussite, Chris a beaucoup travaillé, et le résultat ne s'est pas fait attendre. À seulement 30 ans, il possédait déjà sa propre pratique privée. Ambitieux, déterminé. Bref, le genre d'homme qui vise haut. Et c'est presque par hasard que Lisa a découvert son activité prospère. Dans les toilettes d'un petit restaurant, elle est tombée sur une affiche avec ses coordonnées. Une offre simple mais accrocheuse. Une consultation gratuite. Un appât destiné à attirer de nouvelles clientes. Ce jour-là, Lisa a décidé de franchir le pas. Elle allait travailler son apparence. Quand elle est venue à la consultation, Chris a tout de suite remarqué son allure séduisante. Comment ne pas la remarquer? Il a même été surpris. Pourquoi une femme aussi charmante voudrait-elle modifier son visage? Et pourtant, en l'an 2000, après cette première rencontre, leurs rendez-vous médicaux ont vite pris une tournure différente. Leur relation est devenue romantique. Mais voilà. Lisa avait ce regard implacable, presque cruel envers elle-même. Rien n'était jamais suffisant. Et sa relation avec ce chirurgien esthétique lui a offert une opportunité dont elle a profité, peut-être un peu trop.
Chris lui a fait plusieurs opérations. Augmentation mammaire, chirurgie des paupières, correction du nez, liposuction, injection de botox, collagène. La liste s'est allongée, des dizaines de procédures. Et le problème, elle n'a pas su s'arrêter. Cependant, les proches pensaient que cette frénésie d'opération ne venait pas vraiment d'elle, mais de Chris, comme s'il la poussait subtilement, comme s'il jouait avec ses complexes pour la maintenir sous son influence. À cette époque déjà, beaucoup de ses proches avaient un sentiment étrange vis-à-vis de lui, de la méfiance même. Leur relation a duré plusieurs années, et pourtant, ils ne vivaient toujours pas ensemble. Chris a dû quitter la ville de l'Ohio pendant 1 an pour travailler. Pendant ce temps, Lisa est restée dans le Tennessee. Elle a voulu corriger ses erreurs passées, reprendre son rôle de mère, et elle a obtenu la garde complète de Jessica. Elle lui a consacré tout son temps, tentant de rattraper les moments perdus. Et selon Jessica, quand Christopher est entré dans leur vie, tout paraissait léger, insouciant. Le docteur Coulis possédait une belle maison, et Lisa y a emménagé avec sa fille. Jessica, elle, s'est retrouvée avec une chambre immense, confortable, qu'elle décrivait avec enthousiasme à ses amis. Une vie de rêve, du moins en apparence, parce que très vite, les premiers problèmes ont commencé à apparaître. Les fissures dans le couple se dessinaient déjà. Ils se disputaient sans cesse, et souvent pour des motifs dérisoires. Un jour, ils se rapprochaient, le lendemain, ils se séparaient. Et pour une enfant, ce va-et-vient émotionnel finissait par devenir étrange. Un jour, Jessica a surpris une scène troublante. Sa mère était allongée dans la salle de bain, inconsciente, après une chute. Chris, lui, était là. Et dans sa main, la fillette a aperçu une seringue suspecte. Quand elle lui a demandé des explications, silence total. Il s'est contenté de claquer la porte, refusant de la laisser entrer. Jessica, paniquée, a frappé, crié, tenté de forcer l'entrée, mais en vain. Ce qui s'était passé ce jour-là, Jessica ne l'a jamais vraiment compris. Mais avec le temps, des soupçons sombres et inquiétants ont commencé à se former dans son esprit d'enfant. Après cet incident, son regard sur Chris a changé. Elle a commencé à observer davantage la relation de sa mère avec cet homme, et ce qu'elle a remarqué n'avait rien de rassurant. À chaque appel téléphonique de Chris, sa mère semblait bouleversée, déstabilisée. À cette époque, Lisa se confiait souvent à ses amis. Elle leur disait que Chris la contrôlait totalement. Il voulait tout savoir, à chaque instant, où elle était, avec qui, ce qu'elle faisait. Il l'appelait à tout moment, n'importe quand. Au début, cela pouvait ressembler à de l'attention, à une forme de protection, mais peu à peu, ce comportement a pris une tournure beaucoup plus sombre. Ce n'était plus de l'amour, c'était de la possession. Quand Lisa ne répondait pas au téléphone, même lorsqu'elle avait une excuse parfaitement valable, c'était toujours le même scénario. Conflit assuré. Chris, pourtant, avait tout pour séduire. Une apparence soignée, une situation financière confortable, et il ne se privait pas d'utiliser ses atouts pour attirer les femmes. Un peu plus d'1 an après le début de leur relation, Lisa avait commencé à l'observer avec plus de prudence, et elle en avait de bonnes raisons. Plusieurs fois, elle avait trouvé chez lui des courriels compromettants, et même des annonces sur des sites de rencontres. Les preuves étaient là. Son compagnon lui était infidèle. Et pourtant, malgré tout, elle revenait toujours vers lui. Étrange, non? Comme si quelque chose la retenait ou l'enchaînait. Pendant un temps, Chris avait réussi à dissimuler ses tromperies, du moins jusqu'à un certain point. Car en parallèle, il passait son temps à accuser Lisa de ce qu'il faisait lui-même. Il l'accusait de relations douteuses, de comportements désordonnés. Mais leurs proches savaient la vérité. Lisa n'avait jamais donné la moindre raison de douter d'elle. Jamais. En 2002, le couple vivait ensemble dans le Kentucky. Encore un déménagement, car Chris venait d'y ouvrir un nouveau cabinet. Mais ceux qui le connaissaient bien n'étaient pas dupes. Ce n'était pas qu'une histoire de carrière. Dès 2001, le docteur Chris Coulis avait déjà été accusé par plusieurs patientes de comportements déplacés. Des femmes affirmaient qu'il les avait harcelées pendant leur consultation. Alors, ce départ pour le Kentucky, ça ressemblait moins à une opportunité professionnelle qu'à une fuite en avant. Une façon de s'éloigner des rumeurs et de tenter de reconstruire une réputation qui s'effritait dangereusement. 1 mois à peine après le déménagement,
Lisa a remarqué que son compagnon traînait un nouveau problème. Chris a commencé à tester un antidouleur qui agissait directement sur le système nerveux central. Et comme souvent dans ces histoires, il a franchi la ligne. Les injections se multipliaient, les hallucinations aussi. Et très vite, il a glissé vers d'autres substances, jusqu'à en faire un usage régulier. Un piège classique, mais terriblement destructeur. À un moment donné, Lisa a elle aussi goûté à ce produit. Peut-être par curiosité, peut-être par faiblesse. Personne ne sait vraiment dans quelles circonstances précises. Mais ce qui est sûr, c'est que les effets ont été immédiats. Et peu à peu, le couple s'est enfermé dans une spirale infernale. Tout leur temps libre se passait désormais sous influence. La famille Coulis a fini par comprendre ce qui se passait. Eux, ils ont réussi à convaincre Chris de partir dans une clinique de réhabilitation dans l'état voisin. Mais voilà, ils ont totalement fermé les yeux sur Lisa, comme si elle n'existait pas. Pourtant, elle souffrait du même problème. Un problème qu'elle avait attrapé directement sous l'influence de Chris. Elle s'est donc retrouvée seule, dans cette grande maison, avec ses démons. Et quelque temps après le départ de Chris en cure de désintoxication, silence. Lisa a cessé de donner des nouvelles. Inquiète, sa famille s'est rendue chez elle. Et ce qu'ils ont trouvé en franchissant la porte était une scène dont ils auraient préféré ne jamais être témoins. Toutes les pièces de la maison étaient encombrées. Un véritable chaos. Et au milieu de ce désordre, Lisa gisait dans sa chambre, allongée sur un simple matelas, sale, négligée, couverte de bleu et de plaies. Quand ses proches sont arrivés, elle était inconsciente. Transportée d'urgence à l'hôpital, le diagnostic est tombé. Overdose. Mais cette fois, elle a eu de la chance. Lisa a pu être sauvée. Évidemment, un tel incident n'est pas passé inaperçu. La police s'en est mêlée. Et face aux agents, Lisa a parlé. Elle a affirmé que c'était Chris qui l'avait poussée dans cette spirale. Il lui aurait fait croire qu'elle souffrait d'une maladie pour la convaincre d'utiliser ces substances. Une manipulation vicieuse, selon elle. Mais la réalité restait implacable. Même après le départ de Chris, Lisa en consommait activement. Ses bras et ses jambes portaient les stigmates des injections, certaines déjà infectées. Celle qui autrefois incarnait la beauté et la vitalité ressemblait désormais à une âme brisée, à une habituée de tripots miteux, une image glaçante. Elle a expliqué que son petit ami était parti en cure de désintoxication à la demande de sa famille, mais qu'elle aussi avait besoin d'aide, une aide qu'on ne lui avait jamais accordée. Personne ne s'était soucié d'elle. Et pourtant, détail troublant, la famille Coulis a affirmé plus tard qu'on lui avait proposé de partir avec Chris, mais que Lisa avait elle-même refusé. Alors, qui disait vrai? Après avoir raconté aux policiers l'histoire de sa relation, ses parents, eux, n'ont pas hésité. Ils ont décidé d'intenter un procès contre l'homme. Un premier pas dans une bataille judiciaire qui allait soulever bien des zones d'ombre. À cause de tout cela, Chris a temporairement perdu sa licence pour exercer, mais seulement dans un autre État. Au total, il a quand même fait face à une vingtaine d'accusations. Oui, une vingtaine. Parmi elles, la vente de médicaments délivrés uniquement sur ordonnance. Pas vraiment un petit détail, n'est-ce pas? De son côté, Lisa a suivi une réhabilitation dans un centre. Elle s'est progressivement rétablie après ce chaos, et quand elle est sortie de l'hôpital, Chris lui a écrit une lettre. Dedans, il s'excusait. Il reconnaissait qu'il était bel et bien coupable d'une chose. C'était lui qui l'avait poussé à consommer ces substances. Un aveu noir sur blanc. Puis sont venues les audiences. Les accusations étaient lourdes, mais Chris, lui, n'a reconnu sa culpabilité que pour l'une d'entre elles. Une seule. Toutes les autres, abandonnées. Le verdict final? Un sursis ridicule. Pas un seul jour derrière les barreaux. Et le plus incroyable, il pouvait continuer à exercer comme médecin dans l'État, comme si de rien n'était. La famille de Lisa, elle, n'avait aucun doute. Pour eux, cette affaire avait un goût amer de menace. Ils étaient convaincus que Chris avait manipulé Lisa, la persuadant que si elle osait témoigner contre lui, il lui ferait perdre ses droits de garde sur sa fille. Et le pire, c'est qu'il y avait un vrai risque qu'il y parvienne. Quoi qu'il en soit, le témoin principal de l'accusation a fini par refuser de se présenter aux audiences. Et tout cela s'est effondré à la fin de l'année 2002. Une conclusion qui laissait un goût amer et beaucoup de questions sans réponse.
Et pourtant, malgré tout ce qui s'était passé, le couple ne s'est même pas séparé. Non. Ils ont continué leur relation et vivaient ensemble, à Franklin, dans le Tennessee. Une situation qui brisait le cœur de la famille de Lisa, mais à laquelle ses proches avaient fini par se résigner. Parce qu'au moins, une chose semblait acquise. Lisa ne consommait plus. Mais la situation n'a changé qu'en 2005. Cette fois, Lisa paraissait résolue, fermement décidée à rompre avec Chris. Au début du mois de juillet, elle a rencontré sa sœur. Les deux femmes ont longuement discuté. Une conversation intime, pleine de confidences, et Lisa s'était une fois de plus plainte du comportement manipulateur de son compagnon. Sa sœur, elle, a constaté un changement. En 3 ans depuis le centre de réhabilitation, Lisa semblait transformée, souriante, apaisée, heureuse même. Elle a affirmé n'avoir jamais replongé dans la consommation. Et ce jour-là, elle a terminé leur échange avec une conviction claire. Il était temps. Temps de se libérer de ce petit ami toxique. Et pour marquer ce tournant, Lisa a choisi une date symbolique, le 4 juillet, le jour de l'indépendance. Rien n'était laissé au hasard. Elle voulait associer à cette fête nationale sa propre indépendance, sa libération. Mais voilà, il n'aura pas fallu 24 heures pour que le plan s'effrite, car dès le lendemain, elle a accepté un rendez-vous avec Chris. Un week-end romantique, rien que tous les deux, le samedi et le dimanche. Rien d'inhabituel en réalité. Leur relation avait toujours ressemblé à des montagnes russes. Un jour, tout s'effondrait. Le lendemain, tout repartait. Et cette fois encore, Lisa a cédé. Le 4 juillet 2005, en pleine journée, Chris Coulis a pris son téléphone et a appelé le 911. Sa voix, soi-disant affolée, sa compagne se sentait mal. Elle avait perdu connaissance, disait-il, et il n'arrivait pas à la ranimer. Quand les médecins sont arrivés, l'état de Lisa était déjà critique. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Pendant plus d'1 heure, les équipes médicales ont lutté pour la sauver. 1 heure de bataille acharnée contre la mort. Mais en vain. Lisa est décédée. 35 ans seulement. Et la cause officielle? Une overdose de médicaments. À l'hôpital, quand on a interrogé Chris sur les traitements que prenait Lisa, il a donné plusieurs noms. Un sédatif, un antidouleur, rien de surprenant à première vue. Mais voilà, aucun de ces produits, pris isolément, n'aurait dû provoquer sa mort. Alors pourquoi Lisa n'était-elle plus là? Chris, lui, a insisté. Selon lui, elle n'avait plus recours aux injections comme auparavant. Mais très vite, des indices ont montré que ce n'était pas vrai. Lorsque les détectives ont fouillé la maison où le couple passait ce fameux week-end, ils ont fait des découvertes compromettantes. Plusieurs jouets sexuels étaient éparpillés sur place. Et Chris a expliqué que, oui, ils avaient l'habitude d'organiser des week-ends romantiques, ponctués d'expérimentation. Mais cette fois, les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. Et derrière cette version aseptisée se cachaient bien des zones d'ombre. Dans la maison, la liste des découvertes ne faisait que s'allonger. On a retrouvé des médicaments délivrés uniquement sur ordonnance, mais aussi des dizaines de seringues. Certaines déjà utilisées, d'autres prêtes à l'emploi, remplies d'un puissant analgésique. Un produit bien plus fort que celui prescrit à Lisa. Un produit qui provoquait une dépendance féroce. Et surtout, un produit placé sous contrôle strict, quasi impossible à obtenir légalement. Le corps de Lisa, lui, racontait le reste de l'histoire, totalement ravagé par les injections de comprimés écrasés. Le médecin légiste a même découvert des lésions pulmonaires, signe d'un usage systématique et destructeur. La dépendance avait marqué chaque fibre de son corps. Chris, de son côté, jurait qu'il n'avait pas touché à ces substances depuis sa cure de désintoxication, 3 ans plus tôt. Pour appuyer ses dires, il rappelait qu'il était inscrit à un programme volontaire de 5 ans qui l'obligeait à subir 3 ou 4 tests urinaires aléatoires chaque mois. Et sur le papier, il avait raison, tous ces tests étaient revenus négatifs. Mais la fouille des lieux a révélé une toute autre réalité. Les enquêteurs n'ont trouvé qu'un seul comprimé d'analgésique. En revanche, la maison débordait de seringues, certaines déjà utilisées, d'autres soigneusement préparées, comprimés réduits en poudre, mélangés à de l'eau, prêts à être injectés. Et selon Chris, Lisa avait trouvé une astuce pour masquer sa dépendance à ses proches. Elle avait cessé de s'injecter dans les veines des bras et des jambes.
une explication pratique, mais qui soulevait bien plus de questions qu'elle n'en résolvait. Le médecin légiste, en procédant à l'autopsie, a découvert un détail glaçant. Lisa faisait ses injections dans l'aine. Comme elle travaillait encore comme mannequin, elle devait préserver l'apparence de son corps. Pas de traces visibles, pas de stigmates compromettants. Mais au fond, elle n'avait jamais réussi à abandonner ce produit, même après sa réhabilitation. Sauf que voilà, l'histoire n'était pas si simple. Très vite, les forces de l'ordre ont braqué leur attention sur le médicament retrouvé dans son organisme. Un produit qu'on ne pouvait obtenir qu'avec une ordonnance médicale. Et pas n'importe lequel. Un médicament redoutablement dangereux. Une infime augmentation de la dose et la mort pouvait survenir. On estimait d'ailleurs qu'un tel traitement ne pouvait être consommé sur une longue période, sans surdose fatale, que sous la surveillance étroite de quelqu'un ayant de solides connaissances médicales. Et qui mieux que le docteur Cooley lui-même pouvait remplir ce rôle? L'autopsie a révélé qu'au cours de ce week-end passé avec Chris, au moins 3 injections de cette substance avaient été réalisées. 3. Et dans ce contexte, difficile de ne pas voir se dessiner un coupable évident. Le principal suspect est donc rapidement devenu le compagnon de la victime. Restait à savoir accident, manipulation ou tout simplement meurtre. 5 mois après le début de l'enquête, le docteur Cooley a finalement été arrêté. Néanmoins, Chris a payé sa caution et a été libéré en attendant son procès. Pendant 2 ans, le parquet s'est préparé avec minutie. 2 ans d'enquête, de collecte de pièces, de témoignages. Mais voilà, toutes les preuves contre lui restaient indirectes. Et pourtant, si la justice tranchait en sa défaveur, le docteur Cooley risquait 25 ans de prison. Les enquêteurs ont établi qu'au moment de la mort de Lisa, ce fameux week-end du samedi et du dimanche, un rendez-vous romantique avait été prévu. Et chez eux, week-end romantique signifiait souvent la même chose, une activité sexuelle intense. Chris en profitait pour réaliser tous ses fantasmes. Selon les conclusions, Chris et Lisa avaient eu plusieurs relations intimes sous l'influence de ce fameux médicament injecté, parce que, soi-disant, il renforçait leurs sensations. Le principe était simple, mais terriblement risqué. Réduire en poudre des comprimés d'analgésiques, les mélanger à de l'eau, puis se les injecter. Pourtant, détail qui dérange, aucun signe d'injection n'a été retrouvé sur Chris, pas un seul. Et lors des fouilles, les enquêteurs ont mis la main sur des enregistrements vidéo du week-end. Sur l'une des séquences, on voyait Lisa presser une compresse contre son aine, tandis que Chris, debout au-dessus d'elle, répétait qu'il fallait arrêter le saignement. La défense s'est évidemment appuyée sur ces images, martelant que Lisa avait agi de son plein gré. L'accusation, elle, y voyait tout autre chose, une mise en scène, une preuve que Chris savait parfaitement ce qui se passait et qu'il n'avait rien fait pour l'arrêter. Le parquet, lui, ne mâchait pas ses mots. Christopher pouvait très bien avoir forcé Lisa à consommer. Selon l'accusation, c'était lui qui faisait les injections. Et dans ce cas, la loi de l'État était claire. Il pouvait être considéré comme un meurtrier. Sur l'enregistrement vidéo, un détail glaçant ne laissait aucun doute. Lisa était déjà sous l'effet du produit, incapable de résister à quoi que ce soit. Et puis, il y avait cette phrase qui résonnait comme une évidence. Si Chris avait vraiment voulu la tuer, il aurait pu le faire très facilement. Le docteur Chris, de son côté, campait sur sa ligne de défense. Il répétait que Lisa avait toujours été dépendante, durant toutes leurs années de relation, et que lui, il n'avait aucune responsabilité. Selon lui, elle consommait volontairement. Elle s'injectait elle-même. Il a tout de même reconnu que ce week-end-là, il avait surtout pensé à son propre plaisir, plus qu'au bien-être de sa compagne. Mais il affirmait n'avoir rien consommé lui-même jusque-là, et même avoir tenté de l'arrêter. Une tentative bien vaine, disait-il, car Lisa continuait encore et encore. Il allait jusqu'à prétendre qu'il ignorait totalement d'où elle se procurait le produit. L'avocat de la défense, lui, poussait l'argument encore plus loin. Rien d'étonnant, selon lui. Avec son charme, son apparence, Lisa pouvait obtenir ce qu'elle voulait. Il suffisait de trouver un dealer et la voilà servie. Pour lui, c'était simple. Elle n'avait pas besoin de Chris pour sombrer. Après 2002, Chris aimait répéter qu'il avait tourné la page. Oui, il avait été poursuivi pour consommation de substances, mais selon lui, tout cela appartenait au passé.
Il affirmait s'être rétabli grâce à sa cure de réhabilitation. Un miracle personnel, disait-il, et ses amis, ses proches, confirmaient tous son récit. En revanche, il accusait Lisa d'avoir échoué. Selon lui, après sa propre réhabilitation, elle avait rechuté en seulement quelques semaines. Mais cette fois, expliquait-il, elle était devenue plus prudente. Elle contrôlait ses doses, elle n'en parlait jamais à personne. Et surtout, elle utilisait des zones discrètes pour ses injections, invisibles aux yeux des autres. C'est sur ce point que la défense a construit une partie de sa stratégie. L'accusation de meurtre portée contre Christopher n'était, selon eux, pas fondée. L'avocat de Chris attaquait frontalement les forces de l'ordre, dénonçant une enquête bâclée, pleine d'irrégularités. Christopher, évidemment, validait cette version. Il jurait qu'après l'arrivée des détectives et des experts en criminalistique, sa maison n'était plus qu'un champ de bataille. Et il y avait pire pour l'accusation, une faille troublante. Certaines seringues contenant des substances saisies dans la maison avaient été tout simplement égarées. Le parquet, de son côté, ne lâchait rien. Il continuait d'affirmer que l'enquête avait été menée dans les règles. Mais déjà, une fissure s'était ouverte dans leur dossier et la défense comptait bien s'y engouffrer. L'avocat, déterminé à semer le doute, a même tenté de remettre en question la cause même du décès de Lisa. Lors de l'audience, un médecin venu témoigner pour l'accusation a déclaré qu'elle aurait pu mourir. Non pas d'une overdose, mais du mode de consommation. Selon lui, des fragments du comprimé insuffisamment réduits en poudre auraient pu bloquer ses vaisseaux sanguins et provoquer une obstruction. Et cette obstruction, à elle seule, pouvait expliquer sa mort. En clair, si Lisa n'avait pas correctement écrasé son comprimé avant l'injection, le drame pouvait se produire. Mais le parquet n'a pas lâché prise. Pour eux, ce détail importait peu. Car une chose restait indiscutable. Ces comprimés, c'était Chris qui les avait apportés. Autrement dit, son rôle direct dans la mort de Lisa ne faisait aucun doute. La famille de la jeune femme, elle, ne déviait pas d'un millimètre. Pour eux, Christopher était entièrement responsable. Les parents, la sœur, ils réclamaient justice, et ils se souvenaient parfaitement de celle qu'était Lisa avant de le rencontrer. Sa sœur, notamment, était catégorique. Lisa ne consommait pas, et même si elle l'avait fait, elle l'aurait su, elle l'aurait dit. Quelques jours avant sa mort, elle s'était vue, tout allait bien. Lisa paraissait en parfaite santé, souriante, avec une peau nette. Rien, absolument rien ne laissait penser qu'elle avait replongé. Alors, pour la famille Buchanan, il n'y avait pas de doute. C'était Chris qui avait joué le rôle principal. C'était lui qui l'avait poussé à reprendre les injections. Et dans leur esprit, les hypothèses concernant son mobile commençaient déjà à s'accumuler. Selon une hypothèse, Chris aurait utilisé les substances pour plonger Lisa dans un état d'inconscience et assouvir ses propres désirs. Selon une autre, beaucoup plus sombre, il aurait voulu commettre un meurtre prémédité. Car rappelons-le, Lisa avait annoncé son intention de rompre. Elle en avait parlé à plusieurs reprises au début du mois de juillet et elle avait prévu de quitter son compagnon précisément ce jour fatidique. Le procureur, lui, ne voyait pas d'alternative. Chris Coulis était coupable de meurtre avec préméditation. C'était aussi l'avis de la famille Buchanan. La sœur de Lisa pensait que ce week-end-là, au moment où sa sœur avait décidé de rompre, un conflit avait éclaté. Lisa n'en pouvait plus. Elle lui avait dit ouvertement. Mais face à un manipulateur aussi habile, ce qui avait suivi pouvait très bien ressembler à une vengeance froide et calculée. Et la sœur en était certaine. Lisa avait bel et bien eu l'intention de quitter Christopher durant ce week-end-là. Restait une zone trouble, cette fameuse vidéo intime tournée le samedi et le dimanche. Elle est rapidement devenue l'un des éléments les plus discutés du procès. Les images, scrutées et rescrutées, nourrissaient les spéculations. La défense y voyait une preuve que Chris n'avait pas administré les injections. L'avocat insistait. Aucune preuve directe ne le liait aux substances. Même les seringues retrouvées dans la maison n'avaient révélé aucune empreinte de l'homme. Et sur la vidéo présentée au juré, aucune seringue dans ses mains. Pas une seule. Chris a raconté qu'avant de perdre connaissance, Lisa s'était plainte d'une douleur au bras et à la poitrine. Des symptômes qui pouvaient tout à fait évoquer une crise cardiaque. Et lui, le médecin, a reconnu qu'à ce moment précis, il pensait davantage à son propre plaisir qu'à l'état de sa compagne. Un aveu glaçant. Quand toutes les parties ont présenté leur plaidoirie finale,
le jury s'est retiré pour délibérer. 24 heures plus tard, le verdict est tombé. Chris a été reconnu coupable d'homicide au second degré, autrement dit de privation involontaire de la vie, ainsi que de négligence criminelle. Le jury a estimé qu'en tant que médecin, il aurait dû immédiatement comprendre que Lisa se sentait mal, et il aurait dû tout faire pour lui sauver la vie. Pourtant, le docteur Chris Coulis a été autorisé à rester en liberté en attendant l'examen de son appel. Son activité médicale, elle, a été restreinte dans l'Illinois, et il a perdu le droit d'exercer au Tennessee ainsi qu'au Kentucky. Cette décision a provoqué une onde de choc. La famille Buchanan et le parquet étaient indignés. Pour eux, il n'y avait pas de doute. Christopher avait tué Lisa intentionnellement. Il l'avait contrôlée, dominée. Les vidéos l'avaient montré, mais faute de preuves directes, la justice s'était contentée de cette condamnation allégée. L'avocat, lui, n'a pas manqué de commenter. Selon lui, les enregistrements avaient causé plus de tort qu'autre chose, car le jury, influencé par ces images, avait fini par croire que Lisa s'était fait les injections toute seule. Lors du prononcé de la sentence, le juge a lâché une phrase qui a glacé la salle. D'après toutes les circonstances de la tragédie, il apparaissait que la victime avait consciemment choisi de consommer les substances qui l'avaient finalement tuée. Et là, tout est tombé. La peine accordée à Chris Coulis, 2 ans avec sursis, autrement dit, aucune prison. Pour la famille Buchanan, ce fut un choc violent. La sœur de Lisa et sa fille ont quitté la salle en larmes, incapables d'encaisser ce qu'elles venaient d'entendre. Plus tard, dans des interviews accordées aux journalistes, Jessica, la fille de Lisa, a confié ce qu'elle ressentait, une douleur immense. Elle n'avait pas seulement perdu sa mère, elle avait aussi perdu la justice qu'elle espérait obtenir. À ses yeux, l'homme qui lui avait pris sa mère venait d'échapper à une vraie condamnation. Sa tante, elle, répétait qu'elle voulait se souvenir de Lisa comme d'une femme respectable, une sœur, une mère. Pas comme cette image dégradante de femme dépendante et lubrique que Chris et son avocat avaient imposée au tribunal. Et le pire, c'est qu'un risque planait encore, celui que Chris échappe totalement à la prison, car sa famille avait déjà payé 500 000 $ de caution, ce qui lui avait permis de rester libre en attendant le procès, une liberté d'une durée équivalente à la peine qu'il devait purger. L'avocat, lui, flairait déjà les failles de la loi. Et oui, il y avait un risque bien réel, que le docteur Chris s'en sorte avec une simple peine probatoire. Et effectivement, l'avocat de Chris a immédiatement interjeté appel. Pire encore, il a réussi à faire annuler le verdict. La défense, jusqu'au bout, avait tenu sa ligne. Chris, durant ce week-end romantique, n'agissait pas en tant que médecin. L'accusé de négligence criminelle, illégale selon eux. Et dans tout ça, la seule arme qu'il restait à Jessica, 16 ans à peine, c'était une lettre. Une lettre adressée à l'homme qu'elle accusait d'avoir tué sa mère. Elle s'y était exprimée sans détour, l'accusant du crime, dénonçant son silence, son incapacité même à s'excuser pleinement. Un cri de douleur restait sans réponse. Mais la roue finit toujours par tourner. Chris n'avait pas réussi à échapper à sa véritable punition. En 2010, 3 ans après la fin du procès, il avait repris sa pratique médicale. Quand soudain, tout s'est arrêté. Chez un ami où il séjournait, on l'a retrouvé mal en point. Inquiet, l'ami a appelé le 911. Chris montrait encore quelques signes de vie, mais il était déjà trop tard. Quand les médecins sont arrivés, le chirurgien plasticien était mort. L'autopsie a révélé la vérité, une pneumonie bronchique sur fond d'intoxication aux opiacés. En d'autres termes, une overdose. Ironie tragique ou justice divine. À chacun son interprétation. La famille Buchanan, elle, n'a pas hésité. Face aux journalistes, Jessica a déclaré que la mort de Chris était une punition venue d'en haut, qu'il l'avait méritée. Même si, en 2007, le tribunal en avait décidé autrement. Mais malgré tout, une question reste suspendue, lancinante. Chris Coulis était-il réellement impliqué dans la mort de Lisa? Ou bien la vérité repose-t-elle, encore aujourd'hui, dans l'ombre de ce doute éternel? Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos avis, et à très bientôt pour une nouvelle affaire.